On entend parler partout sur les réseaux d'Ozempic, de Wegovy, de Mounjaro. Tu vois des avant-après de femmes et d'hommes avec des transformations physiques spectaculaires, des kilos qui sont envolés en quelques mois avec des témoignages qui encensent ces médicaments. Aujourd'hui, je vais vous dire tout ce qu'on ne vous dit pas sur Mounjaro. Ceux et celles qui ne connaissent pas Mounjaro, ce sont des injections qui sont à la base destinées à réguler le taux d'insuline. Ce sont des injections pour les diabétiques que les gens utilisent pour perdre du poids. Et c'est exactement ce que j'ai décidé de faire moi aussi il y a un an jour pour jour. J'ai perdu donc 12 kilos en un mois, donc ça a super bien fonctionné. Je comprends totalement l'attrait que ça peut avoir quand tu te bats corps et âme avec ton poids depuis des années entre des régimes, des rechutes, des effets yo-yo et finalement perdre confiance en toi et à ta capacité à perdre du poids. Alors quand tu entends des vidéos où tu vois des gens qui perdent du poids comme ça, pratiquement sans rien faire, eh bien ça t'attire forcément. Alors quand tu entends qu'il existe enfin un truc qui marcherait, tu peux vite te laisser embarquer par les sirènes et les promesses qu'on voit partout passer sur Internet. Surtout quand on te dit que ça marche et sans effort. Le vrai sujet ici, ce n'est pas d'être pour ou contre ces traitements. Le vrai sujet, c'est tout simplement de voir et que je te montre en fait ce qu'on voit moins. Le contrat caché, implicite que tu signes sans t'en rendre compte. Les petites lignes que personne ne lit parce qu'on est trop focalisé sur la promesse. À partir du moment où tu commences ce type de traitement, tu acceptes des coûts cachés, une forme de dépendance possible et tout ce qui se passe quand ça dérape sur le plan médical, financier et même éthique. Dans cette vidéo, je vais d'abord clarifier les différences entre ces différents médicaments et pourquoi ils ont pris tant d'ampleur ces dernières années. Ensuite, on verra les dérives que cette vague a créées. Et je terminerai enfin par une autre voie possible pour retrouver une relation apaisée avec la nourriture et les signaux naturels de faim et de satiété sans forcément avoir recours à ces traitements. Quand on parle d'Ozempic, de Wegovy ou de Mounjaro, on parle de médicaments qui imitent des hormones que fabrique notre intestin. Et ils sont impliqués dans la régulation de la glycémie, de l'appétit et de la satiété. Ozempic et Wegovy agissent sur une hormone qu'on appelle le GLP-1. C'est une hormone qui est libérée après le repas et qui aide à mieux gérer le sucre dans le sang, ralentir la vidange de l'estomac et envoie au cerveau un signal de satiété. Mounjaro, lui, est un peu à part. Il agit à la fois sur le GLP-1 et sur une autre hormone, le GIP, qui joue aussi un rôle dans la régulation métabolique. Alors l'idée ici, c'est d'appuyer sur un autre levier que peut le faire Ozempic, de manière à avoir une action renforcée sur la perte de poids. Même si les molécules sont un peu différentes, c'est un peu la même logique. Ces traitements, en fait, ils aident tout simplement à changer les signaux de faim et de satiété, de ralentir la vidange de l'estomac. Et beaucoup de personnes ressentent vraiment moins de bruit alimentaire, c'est-à-dire cette obsession avec des pensées répétitives autour de la nourriture. Ozempic a été autorisé en 2017 aux États-Unis, puis en 2018 en Europe. À la base, c'était pour traiter le diabète de type 2 et très vite, les médecins se sont rendus compte qu'elles avaient un effet secondaire sur la perte de poids qui était vraiment importante. Les prescriptions, elles ont explosé suite à ça parce que les patients ont commencé à partager leur avant-après sur les réseaux et ça a fait une vague. Et le sujet, il est sorti de la sphère médicale pour devenir un sujet public. Sauf que cette ruée vers l'or, entre guillemets, ça a créé des pénuries où des personnes diabétiques qui avaient vraiment besoin de ce traitement, eh bien, se sont vues empêchées de faire leur traitement et ça a créé une polémique. Pourquoi utiliser un médicament prévu initialement pour le diabète uniquement pour maigrir? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est éthique? Wegovy est ensuite arrivé d'abord aux États-Unis en 2021 et puis quelques mois après en Europe avec la même molécule qu'Ozempic, le sémaglutide, mais cette fois avec une indication officielle pour la gestion du poids sous certaines conditions d'IMC et de comorbidité. Puis Mounjaro est arrivé avec une autre molécule, une molécule qui est combinée au GIP
GLP ou GLP-1 et qui a des résultats très marqués sur la perte de poids, encore plus renforcés que le Wegovy. Avec l'arrivée de Wegovy et Mounjaro, la pression, elle s'est un peu déplacée et un peu délestée Ozempic. Et là, il reste une question qui est entière. Pourquoi ça a autant explosé? Pendant un temps, le sujet était surtout porté par les médecins et les publications scientifiques. Et bien évidemment, dès que les personnes ont commencé à exposer leurs résultats, voir que comme quoi il y avait une perte de poids rapide, eh bien ça a explosé sur les réseaux. Il y a d'autres personnes un peu plus médiatiques qui ont commencé à prendre ce médicament, notamment Oprah Winfrey. Oprah, c'est une femme qui est connue pour sa lutte avec son poids pendant des dizaines, pratiquement même toute sa vie. Pendant très longtemps, elle a incarné cette lutte entre le yo-yo, la difficulté à stabiliser son poids malgré tous ses efforts. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur le cas d'Oprah Winfrey. Si tu veux la voir, tu peux cliquer autour de cette vidéo. Oprah Winfrey est associée à Weight Watchers dès 2015 et fin 2023, elle explique publiquement qu'elle a commencé ce traitement à base de GLP-1 sur conseil de son médecin après avoir reconnu que, selon elle, l'obésité est une maladie et que seule avec la volonté, c'est pas possible, selon elle, de perdre du poids. Donc, elle montre des photos d'elle avant-après, elle en parle dans ses émissions, entourée de médecins, de spécialistes de l'obésité. Et quand une figure comme Oprah bascule, ce n'est pas juste un détail people, c'est vraiment un basculement culturel parce qu'aux États-Unis et en France, eh bien, il y a autant de célébrités qui ont cette problématique avec le poids et Whoopi Goldberg, Lizzo ou bien même Serena Williams ont aussi mentionné l'usage de ces traitements. Et on a aussi d'autres personnes comme Ariana Grande, Missy Elliott ou bien l'influenceuse Sarah Fressou qui sont soupçonnées, elles, d'en prendre parce qu'elles ont perdu du poids à une vitesse rapide. Et en fait, tout devient une spéculation publique, un débat qui est sous Ozempic ou pas. Anissa, les gens pensent que tu as fait Ozempic pour perdre du poids. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça c'est la question qui revient tout le temps, les Ozempic allegations en fait. Tu t'es présentée à nous avec une nouvelle silhouette. Ouais. Explique-nous comment tu as fait. Est-ce que c'est Ozempic ou c'est pas Ozempic? Non, jamais. J'ai pas pris d'Ozempic. Le médicament, ça devient vraiment un objet de contenu, presque un accessoire de storytelling. On ne parle plus vraiment seulement d'information médicale, on parle d'un phénomène de société, un traitement médical qui devient un marqueur culturel, un sujet de conversation, un produit must-have pour certaines communautés. Les filles, j'ai reçu énormément de messages concernant le stylo Ozempic, donc comment est-ce que ça fonctionne? Je vais répondre à cette question. Donc déjà, dans cette petite boîte, t'as ça, avec dedans tes seringues, quoi, et t'as le stylo dedans avec les millilitres. Bon les filles, j'ai vraiment besoin de vos avis là. Je suis à ça de faire mon jaja. Mais en fait, c'est trop aléatoire. Quand je regarde sur internet, je vois une meuf qui dit j'ai perdu 37 kilos et j'ai pas d'effet indésirable. La vidéo TikTok d'après, la meuf elle dit oui les filles j'ai fait 4 arrêts cardiaques et je suis sous insuffisance rénale. La vidéo d'après elle dit j'ai 0 effet indésirable, je le vis trop bien. Et ça touche une zone ultra sensible parce que la fatigue de lutter contre son poids, l'espoir d'une solution enfin efficace, l'idée que tout le monde le fait et que ça nous encourage finalement en tant que collectif à y aller avec les partages, les commentaires, les likes. Les algorithmes amplifient ce mouvement. Tu regardes une vidéo sur TikTok et t'en as 10 autres qui te sont proposées et très vite tu vois apparaître des liens vers vérifie ton éligibilité en 2 minutes, téléconsultation rapide, programme d'accompagnement. À ce moment-là, on n'a plus un traitement médical, mais vraiment une vague médiatique et mercantile de ce produit. Et c'est là que mon sujet commence vraiment, parce que dès qu'une vague culturelle rencontre un médicament, le marché s'en empare et les dérives apparaissent. Alors, je vais te donner un exemple dans un autre domaine que j'ai moi-même vécu il y a près de quelques années.
c'était vers 2010 à peu près, autour d'un complément alimentaire qui s'appelle Airfinity. C'est un complémentaire qui est très populaire dans la communauté afro à cette époque-là parce qu'il a la promesse de faire pousser les cheveux plus rapidement. Et pour beaucoup de femmes noires comme moi, gagner ne serait-ce que 1 millimètre, bon, j'exagère un peu, mais qu'1 centimètre par mois et le retenir sur la durée, c'est toute une épopée et tout un périple en fait. Alors quand tu entends qu'un complément alimentaire promet cette chevelure de réponse en un temps record, c'est extrêmement tentant. Et tout a commencé justement aux États-Unis, sur les forums, sur les vlogs, sur les chaînes YouTube. Et comment est-ce qu'on fait pour faire pousser ses cheveux de la nuque au milieu du dos en quelques mois? On voyait les mêmes ingrédients avant, après, des témoignages, des routines, des challenges capillaires. Puis c'est arrivé en France. À un moment, on avait l'impression que, en fait, tout le monde ne parlait que de cette course à la pousse rapide des cheveux. Et comme toujours, quand une promesse touche à une zone sensible, certaines personnes veulent aller encore plus vite. Et c'est comme ça que certaines ont augmenté la dose par rapport aux recommandations classiques en copiant ce qu'elles ont vu en ligne sans avoir vraiment de recul. Quelques années plus tard, on a commencé à entendre parler d'effets secondaires, d'effets indésirables sur la peau, sur le poids, sur le cycle menstruel. Et peu à peu, la hype, elle est retombée. Je te raconte ça parce que la mécanique, elle est vraiment la même. C'est-à-dire qu'en phase 1, on ne voit que la promesse et les résultats désirés. Et en phase 2, on découvre les effets non désirés, les mésusages et les limites. Sauf que avec Ozempic, Wegovy et Mounjaro, on ne parle pas d'un complément alimentaire ici. On parle d'un médicament, d'un dispositif médical sur ordonnance avec des effets puissants, un coût élevé et des enjeux de santé à long terme. Et quand une vague culturelle rencontre un médicament, les dérives prennent une autre gravité, une autre ampleur. C'est ce qu'on va voir maintenant. Là où ça commence à déraper, c'est quand les réseaux sociaux rendent tendance le fait de prendre un médicament puissant comme si c'était un simple produit de consommation. Dès qu'un traitement devient une vague médiatique, une nouvelle forme d'autorité apparaît, l'autorité de l'algorithme. Plus une vidéo fait de vues, plus elle est poussée et plus elle te donne l'impression d'être une norme. Très vite, tu vois des personnes parler sur TikTok comme si elles étaient devenues des expertes du sujet uniquement parce qu'elles partagent leur propre expérience. Leur partage de vécu se transforme en mode d'emploi. On te dit pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids sous Ozempic ou sur Wegovy. Voici ce que tu dois faire pour que Mounjaro soit efficace et que ça marche. Les erreurs à ne surtout pas commettre. Certaines personnes tiennent carrément un journal de bord détaillé avec les semaine après semaine. Voici quelle dose elles prennent, voici ce qu'elles mangent, voici ce qu'elles évitent de manger, si elles ont eu des nausées ou pas, si elles ont des effets secondaires. Bilan de mes 4 premières semaines avec Mounjaro. Je viens donc de terminer ma 4e semaine de régime ou rééquilibrage alimentaire avec l'aide du traitement Mounjaro. Je dois dire que ces 4 premières semaines sont passées comme dans un rêve en ce qui concerne le régime. Je ne pensais vraiment pas en commençant que ça fonctionnerait aussi bien. Comment se fait prescrire du Mounjaro et combien ça coûte? J'ai reçu énormément de questions à ce sujet et j'ai sorti mon petit carnet pour répondre au maximum de vos questions. Encore quelques mois, seulement les endocrinologues pouvaient prescrire du GLP-1, mais aujourd'hui c'est totalement différent. Vous pouvez vous le faire prescrire donc par votre endocrinologue, votre médecin traitant, ou vous pouvez consulter si vous souhaitez un rendez-vous plus rapidement les applications comme Charles. Pour celles qui regardent, ça peut vraiment devenir un mode d'emploi implicite. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Si c'est comme ça, ça veut dire que je peux le faire. Le problème, c'est que ces traitements demandent normalement un suivi médical personnalisé. Or, ces personnes donnent des indications. On aurait l'impression finalement qu'en suivant juste le mode d'emploi donné sur Internet, on peut s'en sortir. Les copains, aujourd'hui, c'est l'heure du bilan des 8 mois sous nous. On y va, je vous fais un petit récap de suite.
C'est pas censé être un tuto qu'on copie-colle. Il y a aussi tous les contenus informatifs sur YouTube, très bien structurés, avec des titres du type vrai ou faux sur Ozempic, 10 choses à savoir avant de commencer le Mounjaro. Et à la fin, on trouve très souvent un lien vers vérifie ton éligibilité, téléconsultation rapide et programme d'accompagnement personnalisé. Alors la frontière, elle devient vraiment floue parce que on se dit, est-ce qu'on m'informe vraiment ou est-ce qu'on cherche à me placer une prescription médicale en douce? À cela s'ajoute la question du coût. Pour beaucoup de personnes, on parle de plusieurs centaines d'euros par mois. Bon, je vais te donner un ordre d'idée, c'est entre 200 et 300 euros par mois non remboursés par la sécurité sociale. Au début, tu vas te dire, bon, tu vas peut-être essayer une fois, sauf que c'est pas un médicament que tu prends une fois à la légère parce que c'est un traitement que tu prends sur le long terme. Souvent, on te dit qu'il faut au minimum 1 an. Donc, tu calcules 1 an multiplié par 300 euros. Voilà, c'est un certain investissement financier et c'est pas tout. Il existe une vraie question de dépendance au traitement. Les études montrent que après l'arrêt du GLP-1, si rien n'a été travaillé en parallèle sur tes habitudes, sur ta relation à la nourriture, l'activité physique, la reprise de poids est quasi systématique. Oprah, elle en a fait les frais et elle a expliqué elle-même qu'après avoir pris ce médicament et arrêté quelques temps, elle a repris du poids. Donc potentiellement sur le long terme, en fait, il faut comprendre que c'est pas un médicament que tu prends à la légère. Donc c'est vraiment un engagement médical financier, psychologique et pendant qu'on parle de tout ça, il y a aussi les effets secondaires et les complications possibles, les nausées, les vomissements, les troubles digestifs, mais aussi des déclenchements de pathologies plus fortes comme la pancréatique, les problèmes biliaires, autres dérives qu'on ne sait pas encore, notamment l'histoire d'Avry qui a développé une ostéoporose, ou bien de personnes qui développent une neuropathie avec une perte de la vue. Il y a cette personne qui a eu un dédommagement, elle a eu un dédommagement de 100 000 euros, mais est-ce que la perte de la vue vaut 100 000 euros? Il faut vraiment voir tout ça à partir du moment où un produit est cher et très demandé, parfois difficilement accessible pour une certaine catégorie de la population. Tout le monde ne gagne pas, on n'a pas 300 euros à mettre dans un produit pour perdre du poids. On voit qu'il y a des comptes qui apparaissent pour vendre le stylo magique moins cher, sans ordonnance, avec une origine assez floue. Et là, la question, elle n'est plus est-ce que ça marche, mais qu'est-ce que je m'injecte en fait? Est-ce que c'est le bon produit? Est-ce que c'est bien conservé? D'où ça vient? Qui est responsable s'il y a un problème? Certains contenus utilisent même des photos volées. Et du coup, il n'y a pas besoin, enfin, vous n'avez pas besoin de prise de sang, de rien du tout. Vous avez une ordonnance? Ah, il faut une ordonnance quand même? Non. Mais si vous avez une ordonnance, ça serait tout à fait et parfait. Du coup, vous pouvez tout commander sans ordonnance. Et vous avez, vous êtes déclaré, ou vous faites ça, c'est sûr que c'est des produits 100% authentiques. Bien sûr, soyez rassurés. D'accord. Bah écoutez, sachez juste que la personne que vous avez postée avec votre perte de poids de 160 à 83 kilos, c'est moi-même. Donc vous utilisez illégalement mes photos? Oui, vous utilisez illégalement mes photos. Donc je souhaiterais bien des explications quant à l'utilisation frauduleuse de mes photos pour vendre un produit que je n'ai jamais utilisé. Il existe des arnaques sur Internet pour vendre ces produits moins chers. Ça montre jusqu'où le système peut aller quand on n'a pas de contrôle en fait. Le problème, c'est ce truc-là où en fait tu as l'impression que l'algorithme il pousse le truc à l'extrême et finalement les autorités sanitaires n'ont plus aucun contrôle. Le problème, c'est aussi l'exposition des plus jeunes. L'algorithme met ce contenu sous les yeux d'adolescents. Pour le moment, il n'y a pas encore d'interdiction. Des adolescents qui sont déjà en lutte avec leur propre image de leur corps pourraient voir des adultes banaliser l'usage de ces injections juste pour perdre du poids. Enfin, je dis juste entre guillemets pour perdre du poids, ça peut envoyer des messages très dangereux. Et puis, il y a la logique du hack. Un stylo est prévu pour 4 doses normalement, mais il y a certaines personnes qui cherchent justement à optimiser ce stylo pour
pour avoir une golden dose. Et c'est quoi cette golden dose? C'est tout simplement qu'au bout de 4 injections, des personnes se sont aperçues qu'il restait une partie de produit à l'intérieur du stylo et elles ne pouvaient pas l'utiliser. Donc elles ont créé un stratagème pour aller récupérer une 5e dose pour rentabiliser au maximum ce stylo. Donc le jour où tu optimises un stylo comme un produit de consommation, tu es déjà dans une logique de perte de poids à tout prix au détriment des précautions sanitaires de base. C'est pour ça que je parle de contrat caché. Quand une vague médiatique rencontre un médicament, que le marché s'en empare et que les garde-fous s'effacent, les dérives deviennent inévitables. Dans l'inconscient collectif, perdre du poids rime souvent avec effort, discipline. Ces médicaments donnent parfois l'illusion d'une baguette magique qui permettrait de continuer tout ça, mais dans la réalité, ils modifient profondément la relation à la nourriture. Pour beaucoup de personnes, l'appétit chute drastiquement. Le plaisir de manger diminue, surtout pour les aliments très gras ou très sucrés, parce que ces molécules agissent aussi sur les circuits de récompense dans le cerveau. Mais ça existe, des gens qui font n'importe quoi avec ce produit, qui veulent prendre une dose trop forte tout de suite sous prétexte d'aller plus vite, et donc ils ont des problèmes parce que ça crée une paralysie de l'estomac. Sur le papier, ne plus avoir l'obsession alimentaire, c'est séduisant, mais ne plus ressentir la faim ne veut pas dire que ton corps n'a plus de besoins. Les besoins en protéines, en vitamines, en glucides, en énergie restent les mêmes. Quand les apports chutent trop vite, eh bien, on retrouve les mêmes symptômes déjà connus chez les personnes qui font des régimes drastiques. Fatigue, chute de cheveux, fonte musculaire, carence. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut bricoler une silhouette ou est-ce qu'on veut construire une santé durable? Est-ce qu'on veut enchaîner des médicaments, c'est-à-dire prendre un médicament, amplifier les carences et finalement, pour combler ces carences, avoir des compléments alimentaires pour avoir de nouveaux symptômes qui apparaissent encore? Ou investir dans un travail de fond sur la relation à la nourriture, au corps? Une autre voie existe d'ailleurs et elle est moins spectaculaire mais indéfiniment plus libératrice. Faire la paix avec la nourriture, se reconnecter à ces sensations de faim et de satiété, distinguer la faim physique de la faim émotionnelle, la fatigue, l'ennui, renouer avec le plaisir de manger des repas en famille, entre amis, avoir de la variété dans l'assiette en termes de couleurs, en termes de texture, partager des repas en société sans culpabiliser et sans calculer en permanence ce que tu manges. En clair, reconstruire une autonomie durable plutôt que dépendre d'un stylo pour se sentir en sécurité avec la nourriture. On n'apprend presque jamais ça dans les approches classiques de perte de poids. Pourtant, à mon sens, c'est le cœur du vrai sujet. Si ce sujet t'a parlé, eh bien, j'ai fait une vidéo sur le cas d'Oprah Winfrey, qui est une femme qui a lutté toute sa vie avec son poids et qu'est-ce que ça cache vraiment derrière. Si tu veux la voir, clique ici.